Ouais. C'est parti. On peut commencer par le commencement, par la genèse du film. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu D'où ça vient ? comment est venue l'idée, et peut-être aussi, ce qui est encore plus intéressant, après tout le processus, en fait, le long processus en fait d'élaboration du film. L'idée de cette affaire, en fait, m'est venue par mon père qui m'a donné un livre à lire qui s'appelait Enquête sur OVA et qui était un livre fait par la Ligue des droits de l'homme, qui était une enquête, un minute à minute assez consciencieux des événements, qui a été fait 1 an après les événements et qui a révélé les tortures, qui a révélé les exactions au-delà de l'assaut, et qui a révélé un petit peu tous les dessous de cette affaire, dont la seule version qu'on avait était une version officielle faite par le gouvernement au moment des faits. Donc j'ai lu ce document qui était quasiment un scénario préécrit avec toute l'action que vous voyez dans le film, les personnages principaux, tout était là, tous les éléments étaient là. Donc je me suis dit, tiens, ça ferait mon père m'avait donné ça en disant ça ferait un bon film. Effectivement, ça ferait un bon film. Et après, ça nous a pris, par contre, 10 ans d'arriver à rencontrer les gens, les Kanaks, ceux qui étaient concernés par cette affaire, et les convaincre de l'utilité de faire un tel film. Et ça a été un vrai travail qu'on a commencé donc, en 2001, qui s'est terminé il y a quelques mois. Voilà. Donc ça, c'est un peu la genèse du pourquoi du film. Est-ce qu'il y avait aussi la volonté de retravailler avec votre producteur, Christophe Simon ? On a eu toujours l'envie de retravailler avec Christophe, mais j'ai lancé ce film moi tout seul avec ma boîte de prod. J'ai fait mon travail de mon côté, et pour à la fin arriver à avoir tellement attendu, tellement eu de oui, et qui donnait des noms ensuite, et de se dire bon, il faut encore aller mettre la main à la poche pour retourner là-bas, pour retenter de convaincre les gens, pour faire ce travail-là, qu'au bout d'un moment je suis arrivé au bout de mes capacités. Je suis allé voir Christophe pour qu'il m'aide à finir ça. Ouais. Donc ça s'est fait d'une manière assez naturelle, parce que c'est évidemment le bon partenaire sur un sujet comme ça. C'était quand ça ? C'était il y a 2-3 ans. Juste avant qu'on sache vraiment qu'on fasse le film. Ouais. Il a participé avec nous pendant 1 an à pousser encore les limites jusqu'au dernier moment. Ouais. Et pourquoi avoir choisi le genre du thriller plus que le film historique ou le suspense dans le film, enfin, c'est l'histoire qui fait ça. Moi, j'ai rien choisi, c'est l'histoire qui est bâtie comme ça. Vous dites film historique, d'autres diraient film politique, d'autres diraient film d'action. Chacun y voit ce qu'il veut, mais l'histoire est composée. Vous lisez de minute à minute, vous avez le scénario du film, donc le but était de rester le plus proche de la réalité. Si la réalité correspond à un thriller, moi ça devient un thriller. Si ça correspond à un film d'horreur, ça devient un film d'horreur. Je ne me suis pas du tout dit, tiens, je vais faire un thriller, ou je vais faire un film politique, ou je vais raconter cette histoire. Justement, dans ce minute à minute, j'imagine qu'il a dû falloir couper des trucs qui n'étaient pas forcément intéressants à filmer et tout, quoi. Et est-ce que ça a été difficile d'enlever des segments ? Je sais que vous avez fait une adaptation d'un bouquin pour Les Rivières pourpres, par exemple. Est-ce que c'est différent, ou est-ce que c'est un peu le même travail, en fait, quoi ? C'est un peu le même travail. Il faut quand on adapte un bouquin pour Les Rivières ou pour Babylone, on adapte un bouquin où il y a 500 pages de bouquin, il faut réunir ça en 2 heures. C'est un travail où il faut laisser une partie des choses à l'extérieur, savoir où est la construction, qu'est-ce qui t'intéresse dans le film, et aller le chercher. Là, tu rentres dans un truc encore plus pointu, c'est que au-delà, tu ne veux pas trahir l'auteur. Dans le cas d'un bouquin, là, tu ne veux pas trahir la réalité, et tu es obligé, tu ne peux pas te permettre des adaptations personnelles d'un fait réel. Tu es obligé au contraire, aller voir les gens qui te confirment à droite et à gauche que ce que tu vas montrer là est bien la réalité. Et quand tu as envie de montrer quelque chose, il y a un mec qui te dit non, mais ça, c'est toi qui fantasme, même si ça ferait une scène cool, tu es obligé de l'enlever parce que ça ne correspond pas à la réalité. Donc, le challenge, il est dans plusieurs choses. Arriver à réunir 10 jours d'événements très complexes en 2 heures, arriver à faire passer une histoire politique très complexe en 2 heures, arriver à faire passer une histoire humaine très complexe aussi en 2 heures, et tout ça, c'est que tu y arrives seulement si toutes les phrases, toutes les scènes, tout est régi dans un ordre qui fasse que le spectateur peut suivre
comme un thriller, tout en regardant un film politique en fait, où tu dois comprendre la politique. Il ne faut pas perdre les gens dans cette complexité-là. Donc le challenge, il est là, il est juste d'arriver à ce que les gens englobent l'ensemble, les choses les plus importantes de cette histoire et arrivent à se l'approprier. Garder l'émotion, évidemment, qui permet aux gens de rentrer dans une histoire. L'idée forte, justement, c'est d'avoir tout axé sur le personnage de Philippe Lecorju, qu'on suit vraiment du début jusqu'à la fin, et de voir tout par ses yeux, au départ, qui ne connaît pas du tout la Nouvelle-Calédonie, le peuple kanak, et qui découvre à la fois effectivement ce peuple-là, son combat, et aussi une vision de la politique qui est très, très, très cynique finalement, et qui ne correspond plus vraiment à ce que lui aspire à faire dans son métier. Est-ce que pour la question... Non, mais je peux pas répondre mieux que ça, oui. Pour la question qui va avec... Ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Lecorju, il se retrouvait dans ce minute à minute. Et c'est ça qui fait que ça faisait un film. L'histoire en elle-même est impressionnante, mais on en connaît plein des trucs comme ça. Ça arrive souvent, des histoires d'injustice, surtout par rapport dans ce genre de circonstances-là. Ce qui était étonnant là, c'est qu'il y avait au milieu de ça un personnage qui a tout vécu et qui a été à partir du moment où tu as quelqu'un qui a été pris en otage, puis ensuite qui va négocier avec les hommes politiques, avec les militaires, avec les Kanaks, tu te dis, il suffit de le suivre lui. Si je ne l'ai pas lui, comment je peux raconter cette histoire? Je suis 10 minutes avec les Kanaks, 10 minutes avec les politiciens, 10 minutes à Paris, 10 minutes avec les militaires, je fais un transvasement comme ça, j'ai pas de fil rouge. Là, c'était ce personnage-là qui permettait de faire un film. C'est lui qui rendait le cinéma possible. Sinon, ça aurait été un film de reportage, j'aurais besoin de faire un documentaire à la limite. Mais c'est ce personnage-là qui devenait symbolique, et c'est là où je me suis dit, bon, pas seulement je dois m'occuper de lui, mais comme je raconte une histoire réelle, je dois rester derrière lui, parce que comme j'ai Philippe Lecorju avec moi, et que je travaille avec lui, il va pouvoir me dire est-ce que c'est vrai ou pas. Si je sors de son point de vue et que je vais raconter une autre histoire dans laquelle il n'était pas présent, je n'ai plus cette garantie-là. Et puis à partir de là, quand tu te fixes après c'est cinématographiquement parlant, quand tu te fixes une éthique de mise en scène, c'est-à-dire de suivre un personnage, tu peux pas t'en échapper. Donc j'avais des moments où je me dis merde, j'ai des choses à raconter aussi, mais il n'est pas là, Philippe, comment je fais? Je ne peux pas la raconter. Donc comment je peux raconter ça en l'intégrant dans... Par exemple, Philippe Lecorju n'a pas vu de torture, il n'a pas vu de mecs se faisant balancer du haut des hélicoptères. Par contre, c'est arrivé. Donc comment je peux faire qu'on apprend avec lui, c'est que lui-même l'apprenne par la bouche d'un Kanak. Alors non, je ne peux pas monter avec un hélicoptère, dans un hélicoptère avec vous, on a balancé des gens. Lecorju qui dit, mais avec moi ça ne m'arrivera pas. Il l'apprend, mais surtout le spectateur l'apprend. Mais on ne peut pas l'apprendre en dehors. Je ne peux pas faire une scène où je vois un mec se faire balancer d'un hélicoptère si Lecorju n'est pas là. Et comme lui il ne l'a pas vécu, je ne peux pas non plus le mettre dans une scène où il y aurait ça, où il me dit Mathieu, je ne peux pas te... Là, c'est un mensonge. Donc c'est un exercice très passionnant, beaucoup plus intéressant que d'être libre à pouvoir faire ce qu'on veut. Il y a un autre personnage qui est important dans le film, c'est la Nouvelle-Calédonie. Enfin, dès les premières images du film, il y a la nature aussi, il y a la culture de là-bas. Comment ça s'est passé pour intégrer ça dans le film et pour tourner là-bas aussi? Tout à fait naturellement, parce que la force du peuple kanak, c'est la nature avec laquelle elle vit. Quand on va à Ouvéa, si vous avez un jour la chance et le plaisir d'aller à Ouvéa, vous allez voir... pas seulement des gens d'une autre culture, mais surtout des gens qui fonctionnent complètement à l'inverse de nous. Ils n'ont pas de possession, ils vivent au champ du coq, la communauté passe avant la personne. Donc on est sur l'écoute, on est sur la parole, on est sur l'inverse de sur quoi on vit ici. Donc quand on rencontre ces gens-là et que on découvre une culture différente, on met les choses en perspective, et forcément ça aide aussi à trouver une raison de faire un film, de trouver le sujet, quoi. Ce pourquoi je veux me battre tous les matins en disant bon, je vais continuer à faire ce film, j'ai quelque chose à montrer, pas seulement l'histoire, mais aussi la culture de ces gens-là,
et évidemment la Nouvelle-Calédonie, tout ce qu'elle représente. UVA est, je pense véritablement, enfin c'est moi qui ai écrit le scénario, mais ce qu'il dit Alphonse, de dire quand vous serez à la fin de votre apocalypse, on sera les derniers survivants, c'est la réalité. Ils seront quand on sera la merde ici, eux ils continueront à vivre tout à fait normalement. Quand notre système arrêtera de fonctionner, ce qui va arriver dans les 48 heures, eux ils continueront à vivre normalement. Tenez, on vous a payé les quesadillas, il faut faire les bonnes critiques. Les quesadillas. Merci. Et sur la nature en elle-même, l'île en elle-même, que ce soit les rebelles dans leur grotte qui sont au milieu d'une forêt très épaisse, très dense, etc. Je trouve que c'était très intégré dans le récit aussi. Et ça fait partie de l'histoire en elle-même, puisque c'est la densité de cette forêt qui fait qu'ils n'ont pas été retrouvés et que tu as 300 militaires qui sont très agacés que des sauvages arrivent à... C'est quand même une insulte énorme, pas seulement que des sauvages anthropophages tuent des gendarmes, mais qu'on prenne 30 en otage pour les planquer dans une île qui est grande comme cette table. Les mecs, ils arrivent, les militaires, ils disent pas seulement on va les trouver vite, mais on va leur mettre une raclée, ça va pas prendre 10 minutes, et puis ils les trouvent pas. Donc ça accentue la nervosité, ça accentue les antagonismes, et puis ça amène à... Donc la nature est effectivement très importante dans le film. Est-ce que le sujet était encore difficile? Est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues du côté des autorités françaises, ou est-ce que maintenant c'est beaucoup plus apaisé? En France, on ne peut pas vous mettre des bâtons dans les roues en vous disant ne faites pas le film. Des bâtons dans les roues fait que qu'on ne vous aide pas à faire le film. On ne vous participe pas on ne répond pas aux demandes. Les demandes étaient participez avec nous, donnez-nous un peu de matériel, aidez-nous avec la logistique. Et se faire un film comme ça est très compliqué. Retrouver des véhicules des années 80 militaires. Il y avait 8 hélicoptères à l'époque, il y avait des VAB, des véhicules blindés, il y avait 300 militaires, 700 militaires sur place, des transals. Comment on va faire ça si on a rien? Donc prêtez-nous 1 ou 2 hélicoptères pendant 2-3 jours, prêtez-nous des gens, aidez-nous avec des barges pour amener le matériel, prêtez-nous des jeeps. Et puis surtout, montrez au peuple kanak que vous êtes prêts à faire amende honorable d'un passé sur lequel eux acceptent de faire le film parce qu'ils vont montrer aussi leurs défauts et leurs erreurs. Donc si vous êtes capable de faire un peu la même chose, on commence à travailler un peu sur la réconciliation qui est essentielle au futur de la Nouvelle-Calédonie. Évidemment, on propose ça aux politiciens et les politiciens nous envoient chier en disant on a autre chose à faire. Ce qui est surprenant, c'est que là, il y a un film qui va sortir dans les mêmes dates avec Magimel qui s'appelle comment? C'est Force Spéciale. Force Spéciale, film pro-militaire en Afghanistan. Ils ont eu l'aide de l'armée avec détournement de porte-avions nucléaires pour être à l'image, avec tous les hélicoptères, les avions, les armes de trucs, tout était à disposition. Dans le film, justement, j'avais l'impression qu'il y avait des hélicos en 3D et tout. On a fabriqué un hélicoptère en bois, qui est celui dans lequel on voit les gens monter, ou quand on passe à côté, il y a un hélicoptère qui est un Puma qu'on a fabriqué en plexiglas. Et puis on l'a fait voler en 3D, et puis on a rajouté d'autres en digital. Il y a un véhicule bleu, là, un véhicule blindé, que vous voyez dans le film, qui est un véhicule, il est entièrement fait en contreplaqué, et il n'y a pas de moteur, il est tiré par la Jeep qui est devant. Donc bon, voilà comment on arrive à trouver nos astuces, mais ça a été très difficile, et surtout c'était très décevant de voir que les politiciens, parce que les militaires en eux-mêmes, les militaires étaient tout à fait pour, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de ça. Les hauts gradés étaient contre, parce qu'ils ne se posent pas la question, et les militaires, évidemment, et les politiciens suivent l'avis des généraux qui ne veulent pas se poser de questions et qui ne veulent pas aller plus loin. Donc voilà. Mais c'est une mauvaise mauvaise façon d'aborder le sujet, une mauvaise... ils n'assument pas leurs responsabilités jusqu'au bout, et ce qui est la suite logique des raisons pour lesquelles ce genre d'événement peut arriver. Et est-ce que... dans d'autres mains, je pense que ce film, ça aurait été comme un reportage, comme vous disiez tout à l'heure. Enfin, sûrement, surtout en France. Pour vous, ça représente quoi, en fait, la mise en scène, surtout dans les morceaux de bravoure qu'il y a, comme
2-3 plans séquences, il me semble, qui sont assez... C'est un film comme ça, la mise en scène, j'essaie de la... Je dis, j'ai un scénario qui est complexe, j'ai une histoire qui est assez forte. Moins je fais de... Vous connaissez Jean-Pierre qui est Is No Good Good. Je m'occupe des Twitter, Facebook. C'est lui qui fait tout, Twitter, Facebook, tout ça. Donc, ouais, ok. Une tête sur le... Sur le singe. Ouais, sur le petit singe. Voilà, c'est qu'est-ce que vous disiez quoi? Oui, à propos de la mise en scène. Oui, mais la mise en scène dans ce genre de truc-là, voilà, tu fais soit tu essayes de faire le malin, ou tu essaies d'être dans le pseudo-réalisme avec une caméra à l'épaule qui suit tout le temps, et tu fais du Peter Greenaway avec Paul Greengrass. Tu étais vraiment, tu vois, ce qu'on dirait faire du faux reportage. Sinon tu dis, mais bon, qui est pour moi très difficile à regarder parce que j'arrive pas à me concentrer sur quelque chose. Sinon tu dis, bon, je fais confiance à mon sujet, je fais confiance à ce que je veux raconter, et la mise en scène, je dois l'effacer au maximum, donc je dois être le plus propre possible. Enfin, elle va prendre une place qui n'est pas imposée, qui est juste la place de la caméra, mais surtout essayer de donner au film assez d'assises pour que le spectateur se concentre vraiment sur ce qui se passe et pas juste sur ah tiens, une belle image, un plan grue ou tout ça. Non. On n'avait pas de grue, il n'y avait pas trop de matériel pour faire de la mise en scène, pas trop de temps non plus. Donc je me suis dit, bon bah voilà, la mise en scène, je vais la reléguer en second plan et je vais m'intéresser vraiment au sujet. Et elle devient en fait plus forte aussi parce que tu prends un parti pris de dire de ne pas faire de mise en scène. Donc elle devient d'elle-même, tu vois, son propre rythme. Parce que les belles images, il n'y a quasiment que ça, finalement, dans le film. Je pense qu'à l'attaque du commissariat, la séquence, elle est dingue. Oui, mais ça fait partie des deux petits trucs, mais j'ai hésité longtemps. Je me suis dit, mais comment faire une scène comme ça sans faire un minimum le malin? Bon, les mecs, ils font un flashback. Qu'est-ce que je fais? Je le montre comment, le flashback? Je le montre classiquement ou je le montre quoi qu'il se passe? C'est un astuce. Donc autant aller un peu jusqu'au bout et faire le... Mais justement, on a l'impression que c'est... J'essaie de pas trop en faire, quoi. On a l'impression que c'est justement d'autant plus marquant qu'il y en a peu, quoi. Enfin, oui, je savais, j'avais deux endroits, j'avais le début du film et la fin du film, et puis ce milieu avec ces trucs qui sont des tours de main de mise en scène, mais le reste est très... Il y a d'autres trucs aussi, enfin, je pense au report de point qu'il y a avec le son qui change quand ils sont en train de descendre de l'avion, je crois, ou monter dans l'avion, je sais plus. Il y a le focus qui se fait sur... qui est, sur les personnages du fond, oui, bon ça c'est des petits trucs de base, oui. Ouais. J'avais rarement vu ça, mais... Ah ouais? Ouais. Ouais, j'aime bien jouer avec le son et l'image différemment. Voir quelqu'un au premier plan, entendre les gens parler au fond, c'est intéressant de passer la mise en scène, ce qui est intéressant avec une caméra, c'est que la complexité technologique d'une caméra justifie... Une caméra, ce qui est intéressant avec une caméra, c'est qu'elle est limitée, et donc tu es obligé de travailler autour de cette limitation. Tu peux pas... donc c'est un outil, tu l'utilises comme tu utiliserais un scalpel ou un pinceau. Tu vas pas utiliser n'importe quel pinceau pour représenter une émotion particulière, faire passer une couleur, faire passer un ciel. Tu ne le peins pas avec le même pinceau que pour peindre un visage. Tu n'utilises pas les mêmes objectifs et tu n'utilises pas tes mêmes mouvements de caméra pour relayer une émotion ou une autre. Donc la mise en scène est vachement intéressante à cause de ces contraintes techniques. Ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est que c'est pas... pour moi, c'est pas des artistes en train de faire leur travail chacun de leur côté, c'est un groupe d'ingénieurs qui fabriquent un objet. Et c'est cette collusion de tous ces talents qui arrivent à faire un objet. Après, c'est bien ou pas, mais c'est une suite d'accidents, un film. Hein. C'est jamais vraiment préparé, tu peux pas. Donc, si tu considères ça comme moi, je me considère comme un ingénieur qui fait partie d'une entreprise et qui fabrique un objet. C'est un travail très intéressant parce qu'il se fait avec les autres, il ne peut pas se faire seul. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression que, contrairement à beaucoup de monde, vous n'avez pas peur de faire du cinéma, quoi. Je veux dire, la fin, par exemple, cette dernière séquence
On a l'impression que le temps s'arrête, c'est vraiment bizarre. Plus la voix off à la fin, c'est quelque chose. Ça passe qu'aux États-Unis normalement, un truc comme ça. Bah, quand j'ai tourné, il y a mon chef-op, il m'a regardé, il m'a fait t'es sûr que tu regardes dans la caméra? Je dis écoute, je suis sûr que je ne veux pas tourner autre chose parce que si je vais tourner autre chose, je vais peut-être l'utiliser. Il faut avoir les couilles d'aller jusqu'au bout du truc. Puis surtout, j'avais conçu le film avec une ouverture comme avec quelqu'un qui ouvre les yeux. La haine, c'est construit de la même façon. Hein. Elle a exactement le même début, la même fin. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, puis tout d'un coup, ça revenait d'une manière assez naturelle. Donc j'ai laissé venir les choses naturellement. Après, tu prends un parti pris, tu fais un pari. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Je regarde dans la caméra, je dis cette dernière phrase qui est un peu lourde, qui peut être ringarde, comme elle peut être intéressante. Tout dépend de... C'est pas cette scène-là qui est vraiment intéressante, c'est tout ce qui est avant qui permet de faire ça à ce moment-là. Oui, c'est une conclusion. Si j'ai réussi mon coup avant, je peux me permettre ça. Et d'un autre côté, si je ne me permets pas ça à la fin, ce que j'ai fait avant, s'il n'y a pas de conclusion forte, bah, tombe un petit peu à l'eau. Parce qu'il faut donner un petit peu de... Sur ce genre de film, il faut quand même un peu expliquer le pourquoi on raconte cette histoire. Sinon, ça reste une histoire, un conflit humain, et les conflits humains, bon, il y en a beaucoup, mais là, c'est intéressant, c'est le côté politique qui est derrière. En écrivant le scénario, vous saviez tout de suite que vous vouliez aussi interpréter le Gorju, et comment est-ce que ça marche concrètement? Non, je ne voulais pas interpréter le Gorju, j'avais prévu de donner à d'autres acteurs, mais les circonstances font que j'étais obligé de prendre le rôle pour plusieurs raisons. Déjà, c'est impossible de réserver un acteur sur plusieurs années. Ensuite, j'ai besoin d'avoir malgré tout un acteur pour pouvoir trouver les financements, pour pouvoir continuer la pré-préparation du film. Donc j'ai besoin d'annoncer aux gens un nom qui va rester la même personne. Et puis les Kanaks avaient aussi besoin que je m'investisse complètement jusqu'au bout. Et le fait de jouer la personne qui les a trahis leur a fait comprendre que j'assumerais jusqu'au bout. Et la seule personne qui pourront aller voir s'il y a un problème, c'est moi. C'est pas l'acteur, ou c'est pas le producteur, ou c'est pas le monteur, c'est moi qui ai tout fait. Donc voilà, j'assume complètement. Et ça a débloqué beaucoup de choses. Le fait d'accepter de jouer le rôle, ça a débloqué beaucoup de choses. Dans le film, il y a une référence à Apocalypse Now qui est assez évidente, quoi. Enfin, quand le Gorju regarde les pales de, je sais pas comment ça s'appelle, l'éditeur. Et du coup, je me demandais si vous aviez revu des films, ou s'il y avait des films qui vous avaient influencé de manière consciente en faisant ce film-là, quoi. Pour moi, j'ai pas de référence à Apocalypse dans ce film. Bon. Non, mais il faut comprendre que la forêt, les hélicoptères, les ventilateurs, c'est des choses qui sont communes à ce genre de cinéma, et que c'est très difficile, si tu as un ventilateur, un hélicoptère, de ne pas faire correspondre le bruit des pales. Non, mais c'est-à-dire que si Apocalypse Now ne l'avait pas fait, moi je l'aurais fait sans problème parce que c'est évident. Et le premier plan d'Apocalypse avec ce truc et les bruits des pales d'hélicoptère, je peux même pas dire que c'est une référence parce que c'est tellement énorme que j'ai pas du tout essayé de faire cette référence-là. C'est juste que j'avais écrit qu'il regarde le plafond et c'est plus intéressant d'avoir un ventilateur. Effectivement, après tout s'enchaîne. Donc c'est forcément le spectateur. Mais je me suis pas dit tiens, je vais faire une référence. Au contraire, je me suis dit je vais pas faire cette référence-là. Elle est tellement, ce serait nul de la faire d'une manière officielle. Donc c'est juste que non, la référence à Apocalypse, elle serait plus, et encore une fois, elle n'est pas volontaire, elle serait plus dans la voix off. Le fait d'un personnage qui essaye de comprendre ce qu'il fait là et de pourquoi il avance et est-ce qu'il va aller jusqu'au bout. Là, on peut retrouver le truc. Mais encore une fois, c'est plus c'est le film qui nécessitait ça plutôt que je me dire tiens, je vais faire en référence à Apocalypse Now, je vais mettre une voix off. Ouais. Non, mon problème est de me tirer le plus loin possible d'Apocalypse Now. Je ne vais pas essayer de faire la compétition avec Apocalypse Now. J'y ai pensé, je me suis dit est-ce que je pourrais avoir. Est-ce qu'on peut faire exploser l'île? Ils m'ont dit non. Je dis bon, ok. Est-ce que je peux avoir Marlon Brando? Non. Bon, bah, ok. Non, tu veux pas, tu veux te sortir de là, tu veux te sortir de la ligne rouge. J'ai évidemment pas revu ces films-là avant d'avoir commencé le mien, évidemment. Je me suis retiré une balle.
j'avais pas les moyens, mon film n'avait pas l'envergure cinématographique du leur, qui ne sont pas des histoires réelles, donc ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Et là, vous attendez à quoi comme réaction du public et de la critique aussi, qui vous a bien... Tout le monde aime aller voir le film 5 fois, que ça change la vie de tout le monde, que là-dessus, je suis d'accord. la France reconnaît ses torts, il faut revoir le film. Enfin, les problèmes des banlieues soient résolus, que la Nouvelle-Calédonie devienne un pays de paix et de justice, tout. Devenir milliardaire, être adulé par les foules et les femmes du monde entier. Non, mais qu'est-ce que je faisais? Je sais pas, moi, c'est à vous de... Non, mais on a critiqué par exemple Siri à l'époque où il a sorti Minuit Intime parce que c'était soi-disant trop à l'américaine, quoi. Et est-ce que vous n'avez pas peur que c'est le genre de critique qu'on puisse vous faire, quoi? Non, je suis pas sûr que ce soit la critique sur le film de Siri soit sur le fait que ce soit trop à l'américaine. Moi, ce que je n'ai plus vu, c'est que il a traité le sujet de la guerre d'Algérie d'une manière il a parlé de problèmes personnels de gens qui passent à travers la guerre d'Algérie. C'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai vraiment parlé d'un problème politique qui englobe d'autres problèmes, dont des problèmes humains. Mais sans la politique, le film n'a aucun intérêt. Tu vois, sinon, je vous aurais raconté, ça aurait été s'il n'y avait pas eu l'histoire de Mitterrand et Chirac derrière, j'aurais certainement pas fait le film parce que ça n'aurait été qu'une tragédie comme il en existe des centaines tous les ans, tu vois. C'est ce contexte-là qui donnait l'intérêt au film. Donc par rapport au film de Syrie, ou à ces films-là, ou même à Indigène, ou des films comme ça, moi je trouve qu'on en sort parce qu'on a la chance, ou l'horreur, à travers cette histoire d'avoir une histoire qui a été faite comme ça, qui a réuni tous ces éléments en un seul film. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est l'histoire. Donc après, que les gens disent c'est trop comme ci ou trop comme ça, je sais pas. La question que les gens devraient se poser, c'est est-ce qu'il est intéressant de parler de ce genre de sujet 20 ans plus tard, ou est-ce que c'est sans intérêt et qu'aujourd'hui on est passé à autre chose? Est-ce qu'on voit à travers ce film autre chose que l'histoire des Kanaks? Est-ce que ça peut se refléter sur des événements plus proches de notre quotidien ou pas? Ça, c'est au spectateur de dire. Moi, c'est ce que j'essaie de faire passer. Maintenant, est-ce que le spectateur prend cette information et arrive à la traduire pour sa propre expérience? Ça, c'est pas à moi de le dire. C'est vous, spectateur. Mais est-ce que vous pensez que cette histoire-là permet de sortir un petit peu de la fenêtre de l'Algérie pour que les historiens français réfléchissent à leur rapport au passé, notamment au passé colonial, passé présent dans ce cas-là? Si les gouvernements, si nos gouvernements respectifs qui se suivent avaient la capacité d'affronter réellement leur passé au lieu de dire mais c'est du passé, maintenant passons à la suite, oui, ça peut avancer, ça peut faire avancer les choses. C'est un peu le but, hein, mais bon, moi c'est l'histoire de la colonisation, c'est un truc complexe qui me dépasse un peu et m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse réellement, c'est la colonisation, pourquoi pas, l'entraide entre les peuples, pourquoi pas, mais le faire pour les mauvaises raisons et rester pour des mauvaises raisons, ça c'est un problème. Et ça on peut l'expliquer qu'à travers est-ce qu'on respecte ces peuples-là ou non. Là, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est le peuple kanak a un problème parce qu'il n'est pas respecté, il n'est pas connu, il n'est pas reconnu, et donc son combat n'existe pas. C'est ça qui rend les choses dangereuses. Comme les mecs de banlieue. Si on ne reconnaît pas que ce sont des êtres humains et qu'on les catalogue comme des crapules, ou des racailles, ou pour les kanaks de terroristes ou d'anthropophages, effectivement, tu peux pas aller plus loin. Donc le cinéma permet de rétablir un petit peu d'humanité chez ces gens-là, et donc d'ajuster un petit peu chez le spectateur sa connaissance sur le sujet. J'espère qu'en Nouvelle-Calédonie ça va aider. J'ai fait partie de ces gens-là, je sais à quel moment je devenais de plus en plus agressif. Plus les gens me regardaient en me disant, en me cataloguant, plus je disais, vous pensez que je suis comme ça? Ben d'accord, je vais être 2 fois plus que ce que vous pensez. Et forcément ça tire, ça peut amener que le pire, quoi.
Donc voilà, ce film, il est pas, j'ai essayé de le faire pas trop controverse, justement, pas controverse du tout, mais vraiment ancré dans la réalité pour permettre juste d'élever le débat et que les gens arrêtent avec leurs a priori et repartent sur des fondamentaux un petit peu plus humains et logiques et intéressants que juste la rumeur. Et vous comptez faire des projections spéciales en Nouvelle-Calédonie? Vous avez déjà certaines parties de l'équipe qui l'ont vu On a montré le film aux responsables kanak qui nous ont aidés à faire le film et qui ont accepté de nous suivre jusqu'au bout. Ils sont là depuis le premier jour, depuis 10 ans. Ceux qui ont accepté au fur et à mesure des discussions de comprendre ce qu'on voulait faire. Parce qu'il faut savoir que les gens qui jouent dans le film, les kanaks qui jouent dans le film, c'est des enfants directs, ils jouent le rôle de leur père, qui a été tué sur place. Ça fait 20 ans qu'ils vivent avec l'incompréhension de pourquoi leur père est mort, avec une partie des gens qui leur disent ton père est un héros, l'autre partie qui leur dit ton père est un assassin. Donc qu'ils acceptent de faire le rôle de gens qui sont Venceslas Lavellois, celui qui est joué par le gros avec le t-shirt bleu là, il joue le rôle de son père. Je lui ai dit, tu sais que ton père est considéré comme a été considéré comme un des mecs les plus violents. Il m'a dit oui, pas de problème, j'assume. Son père a tué. Donc il assume de jouer le rôle jusqu'au bout, mais son père aussi a été tué. Donc il faut qu'il nous fasse confiance. C'était très intéressant le travail avec ces gens-là. Donc ça veut dire que on est allé jusqu'au bout d'une démarche qui dépasse le cinéma. Et pour vous, après l'ordre de la morale, c'est quoi? En tant qu'acteur. Le désordre immoral. Drogue et petite pépé. Non, c'est la fête là. Non, rien. J'ai d'autres projets. L'actualité est assez chargée pour inspirer pas mal de films, inspirer plein de projets. Donc il y a quelques-uns qui se détachent des autres et puis ça va prendre le temps de se monter. Vous allez retourner aux États-Unis? Peut-être. Ouais. Peut-être. Depuis vos débuts, est-ce que vous pensez que vos différentes expériences aux États-Unis ou même avec Babylon AD et tout, ça vous a servi pour... c'est un peu de la palissade de dire ça, évidemment que ça vous a servi, mais en quoi ça vous a servi quoi? De confirmer un petit peu les choses dans lesquelles on est bonne, les choses dans lesquelles on est bon, et celles sur lesquelles on est moins à l'aise, quoi. Moi, je sais que je suis bon si j'ai contrôle de mon film de A à Z. Je dis pas que si j'arrive à avoir tout ce que je veux, parce que c'est bien d'avoir des contraintes, mais au moins de pouvoir s'exprimer et d'aller au bout de son idée. Quand sur un film comme Babylone, je peux pas aller au bout de mon idée pour diverses raisons, dont l'imbécilité du comédien principal et le manque de professionnalisme du producteur, je me retrouve face à un film que je ne contrôle plus, et donc là, je me retrouve à être obligé de faire un film qui n'est pas le mien. Bon, je vais jusqu'au bout de mon travail, mais je m'arrête là. Je ne fais pas de promo, je ne revendique pas le film parce que c'est pas le mien. Donc pour pouvoir être heureux et revendiquer, et être heureux d'être avec vous assis et pouvoir défendre mon projet, que vous l'aimiez ou pas, que les critiques soient bonnes ou pas, il faut que j'en sois sûr, il faut que je puisse défendre tout. Quand j'ai commencé à faire Babylone, je me suis dit, première critique qu'on va me dire, je vais dire oui, vous avez raison. Je ne vais pas commencer à démonter mon propre film devant les médias et dire oui, et expliquer pourquoi. Je l'ai fait, hein, j'ai un documentaire magnifique sur Babylone, un making-of incroyable. Incroyable. On n'a toujours pas vu, mais... Ben non, il faut le balancer sur YouTube. On attend que ça. Non, mais on va le balancer sur YouTube bientôt parce que c'est vraiment incroyable. Un truc incroyable. Il a une certaine réputation, quoi. Non, mais c'est comme les films de Terry Gilliam, quoi. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ce merdier, quoi. Le making-of est plus intéressant que le film. Ouais. Donc, oui, je me suis rendu compte juste que pour faire un film comme celui-là, par exemple, il fallait que je ne pouvais faire aucun compromis. Et les compromis, tu t'en rends pas compte et tu les fais très 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 tôt quand tu signes les contrats. Ouais. Si tu dis on verra ça plus tard, ça va s'arranger, non, ça va pas s'arranger. Il faut que tu dises très vite et dis voilà, c'est comme ça qu'on va le faire. Si vous n'êtes pas d'accord, merci beaucoup, au revoir. Et tu prends un risque, mais tu peux pas faire autrement. Et ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je crois qu'on a fini. Il doit y en avoir d'autres qui attendent. Fini? Voilà. C'est fini. C'est bon?
Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci Dame. beaucoup. Pardon. Merci. Demoiselle. Des images me reviennent en mémoire. Des souvenirs flous qui doucement se précisent. J'essaie de comprendre comment on en est arrivé là. À quel moment tout a basculé. Ceci est une histoire vraie.